Bonsoir et bienvenue au journal de ce jeudi 31 octobre 2019. Édition que nous ouvrons ce soir par cette journée mondiale des villes, célébrée ce jeudi 31 octobre 2017 sous la thématique « Changer le monde, les innovations et une vie meilleure pour des générations futures ». Une journée qui nous permet de faire un rappel historique des objectifs à travers cet élément qui porte la signature vocale de Praxed de Toulouse. Prenons l'engagement de faire nôtre les idées novatrices qui nous permettront d'offrir une vie meilleure aux générations futures et nous donneront les clés d'un développement urbain durable. Le message est d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en droite ligne avec la Journée mondiale de la ville qui se célèbre ce 31 octobre 2019. Instituée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO depuis le 31 octobre 2016. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans les villes. Ce chiffre devrait atteindre 68% d'ici 2050. Les villes sont des moteurs de croissance économique. Elles fourmillent d'idées, de commerce, de projets scientifiques et d'innovation. Les villes peuvent favoriser le développement à long terme des sociétés sur le plan économique, social et environnemental. La Journée mondiale des villes vise à accroître la sensibilisation à la façon dont les innovations numériques peuvent être utilisées pour la prestation de services urbains afin d'améliorer la qualité de vie et l'environnement urbain. C'est aussi une occasion de mettre en évidence et partager les meilleures pratiques prometteuses sur les nouvelles technologies qui peuvent créer des villes inclusives. Toutefois, de plus en plus, les personnes trouvent refuge en ville. L'urbanisation est sans doute l'une des tendances plus transformatrices et complexes dans le monde, en veillant à ce que les villes soient planifiées, conçues, financées, développées, gouvernées et gérées correctement. Il est possible d'utiliser l'urbanisation pour parvenir à un développement durable, d'où le thème retenu pour cette année 2019, « Changer le monde, des innovations et une vie meilleure pour les générations futures ». Cette célébration de la Journée mondiale des villes nous donne l'occasion ce jeudi de nous intéresser aux problèmes que rencontrent les grandes métropoles au Cameroun. Zobel, Apollinaire Bon et Étienne Monti ont pris la ville de Douala comme un cas pratique. Regardez. À l'image des grandes métropoles d'Afrique, Douala traîne avec lui son lot de problèmes. Et comme premier problème, l'exode rural. La capitale économique connaît depuis plusieurs années un flux migratoire impressionnant des populations parties des campagnes à la recherche du mieux-être. Sa population estimée à plus de 2 millions d'habitants en 2015 a certainement doublé, voire triplé au cours des 4 dernières années. Toute chose qui rend le quotidien des Doualais pénible. Circuler sans se faire marcher sur les pieds, rouler sans être coincé dans des longues files d'embouteillage relève du miracle. La ville suffoque. Le plan d'urbanisation est foulé aux pieds et même les zones à risque sont aujourd'hui des lieux habités. Il n'y a pas moyen, on n'a pas où aller. On n'a pas vraiment où aller. L'incivisme, le banditisme, la grande criminalité, la prostitution dictent leurs lois à Douala. Douala, c'est aussi la ville par excellence de la débrouillardise. Chacun se bat de son mieux pour pouvoir subvenir aux besoins de sa petite famille. Mais cette lutte quotidienne ne se fait pas sans écueil. Ce qui nous énerve beaucoup dans la ville de Douala, c'est les embouteillages parce que nous n'avons pas de route. La majorité des routes de Douala sont vraiment foutues parce que tu ne peux pas rouler sans toutefois trouver une route qui est cassée partout. Donc on trouve des embouteillages passer par là. Je n'ai jamais eu une place du marché. Mais tout le temps on nous menace. Mais moi je sors du San. Quand je suis à Yaoundé, il y a les marchés qu'on avait construits à Yaoundé. Mais s'il n'y a pas de marché, et lorsque tu veux même occuper une place à côté de la route comme ça, tous les gens te menacent. Parfois il faut payer le ticket, tu peux payer le ticket là où tu cours des risques. La capitale économique pourrait être comparée à une jungle où les plus forts dominent les plus faibles. On marque de façon négative, ce n'est que la vie chère. Par rapport aux moyens que nous on gagne, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Jusque là,
Le marché, quand tu donnes 1000 francs pour madame, pour le marché, on ne s'en sort pas. Et par rapport à ce qu'on gagne. Mais des efforts sont consentis par le gouvernement camerounais pour que la capitale économique Douala ressemble aux grandes métropoles européennes. Et qui sait si d'ici 5 ans, Douala présentera un autre visage. La première cuvée des animateurs socio-éducatifs de Douala 5e est sur le terrain au terme d'un mois de mise à niveau. Une quarantaine de jeunes issus de cet arrondissement ont reçu des parchemins de fin de formation. La cérémonie était présidée par Sa Majesté Gustave Ebanda, maire de Douala 5e. Raoul Ouattat, Frédéric Moutomem. Diplôme à la main, ces jeunes, 40 au total, issus des associations des jeunes de Douala 5e, sont mieux aguerris et outillés au métier d'animateur socio-éducatif. Le rôle d'un animateur est d'accompagner sa population, en particulier les jeunes, à développer des comportements premièrement civiques et de développement personnel qui permet de développer le cadre social, environnemental et humain autour de nous. À l'initiative de la mairie de Douala 5e, ces jeunes ont bénéficié d'un mois de formation sur plusieurs modules. Apprendre à aller vers les autres pour pouvoir présenter nos différents projets de développement. Nous avons appris à développer nos projets au travers des business plans, à développer des valeurs entrepreneuriales, des valeurs de mobilisation communautaire et de nous adapter aux différents changements qui peuvent se faire dans nos différents arrondissements. La session de formation de 30 jours a connu l'accompagnement technique de l'Union régionale des Français Pays de la Loire en Nantes, en France. Et donc on s'est retrouvés cette fois-ci plutôt pour une session d'approfondissement à partir de ce que les animateurs et animatrices avaient pu mettre en œuvre et leurs problématiques qu'ils ont pu rencontrer, notamment sur la question de la méthodologie de projet, notamment les aspects de finance, la question de l'accompagnement au changement, et puis également sur comment on mobilise les publics, notamment les jeunes, mais aussi comment on mobilise des partenaires. Après l'effort, la récompense avec ces diplômes de fin de formation remis au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Sa Majesté Gustave Ebanda, maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. C'est qu'au retour, chacun dans son quartier respectif soit le leader des jeunes. Celui qui va porter le message aux jeunes de son quartier. Celui qui va organiser les jeunes de son quartier. Parce que nous avons besoin de tous ces jeunes-là pour que Douala 5e puisse avoir un vivier important qui, le moment venu, certainement sera celui-là même qui propulsera le développement de Douala 5e. Nous comptons sur nos jeunes qui ont des valeurs et des capacités. Après la formation, l'heure est à la restitution des enseignements reçus par ces jeunes pour un changement de paradigme au niveau des jeunes de Douala 5e qui doivent désormais être des porteurs de projets de développement. Consolidation du climat socio-sécuritaire dans l'arrondissement de Ngalim. Les jeunes issus de plusieurs chapelles politiques et organisations culturelles se sont concertés à la place du marché. Praxet Toulou, Rostand Difo. L'heure est à la sensibilisation pour les jeunes du mouvement pour la promotion de la solidarité pour le mouvement durable de l'arrondissement de Ngalim, département de Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Au menu des échanges, la situation précaire des déplacés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les difficultés sont liées à l'arrivée des déplacés dans cette zone. Ngalim a accueilli le plus grand nombre de réfugiés. Les jeunes de Ngalim ont aussi statué sur les difficultés d'insertion professionnelle qui génèrent l'insécurité dans cet arrondissement. La cause principale, c'est la pauvreté. Et pour ça, nous interpellons les membres de l'élite, les autorités, à trouver les moyens pour créer les emplois. Créer les emplois au niveau des arrondissements pour pouvoir occuper les jeunes. Parce que les jeunes partent braquer généralement parce qu'ils n'ont rien à faire.
L'arrondissement de Galim partage la plus grande frontière avec le département de Ngongue-Tchundia dans la région du Nord-Ouest. Cette proximité qui fait de l'arrondissement de Galim depuis un certain temps un lieu d'accueil de milliers de déplacés. Ce déplacement massif des populations met en mal la sécurité des biens et des personnes dans cet arrondissement. Et il y avait plutôt urgence et impératif d'organiser une conférence comme celle-ci afin non seulement de sensibiliser les populations, mais aussi attirer l'attention des autorités administratives et locales et traditionnelles pour qu'ils puissent prendre des mesures pour pouvoir pallier à cela. L'enlèvement du proviseur du lycée de Banyengam, l'incendie de l'école publique de Ngomafo, l'attaque de l'élément de la brigade de terre de Galim, les braquages en série, comme la mairie de Galim ou plusieurs commerces dans la ville, créent un sentiment de peur et d'insécurité chaque jour au sein des populations. D'où cette concertation. À travers elle, les jeunes de Galim espèrent pouvoir trouver des solutions à ces multiples problèmes évoqués au sein de cet arrondissement. À Yaoundé, le siège des institutions du Cameroun, une délégation du bassin du lac Tchad s'est rendue chez le ministre de l'administration territoriale Paul Tangandi pour une séance de travail. Des assises qui ont tourné autour des préoccupations d'ordre sécuritaire comme l'indique ce compte rendu de Mohamed Molu et de Mohamed Essoumba II. Après le Tchad et le Niger, voici venu le tour du Cameroun d'accueillir les membres de la commission du bassin du lac Tchad, en présence des gouverneurs de l'extrême nord, du nord représenté. Paul Tangandi, le ministre de l'administration territoriale, s'est réjoui de cette visite de travail, car disons-le, grâce au pouvoir public, la secte islamique Boko Haram a été affaiblie dans la partie nord du Cameroun. Je voulais vous rassurer que le Cameroun est un pays de compréhension sur la conduite éclairée du président Paul Biya, dirigé pour porter des solutions idoines aux populations qui ont été victimes des atrocités de Boko Haram. Mais le gouvernement camerounais, avec l'appui des autres, a combattu Boko Haram qui est aujourd'hui réduit à la plus simple expression. Boko Haram n'existe que de nom, mais toutefois nous devons rester vigilants. Parce que si Boko Haram a été considérablement diminué au plan stratégique, au plan militaire, cette nébuleuse, nous pouvons vous dire, dispose encore d'une certaine capacité de nuisance. Les écoles ont été reconstruites, les centres de santé, les infrastructures, il y a même des projets de développement de l'emploi aux jeunes. Mais je crois que ce que vous allez faire au sein de votre commission, c'est également un appui davantage pour n'est-ce pas, renforcer les efforts et les initiatives qui sont déjà prises par le gouvernement. Si la sécurité n'est pas totalement retrouvée, il faut dire que les efforts consentis par la commission du bassin du lac Tchad portent ses fruits. Qu'à cela ne tienne, il faut continuer à œuvrer dans la sous-région, d'où cette importante visite au Cameroun. La stratégie a été adoptée par le Conseil des ministres de la commission du bassin du lac Tchad lors de leur réunion à Abuja le 30 août 2018. Et puis après cela, maintenant, on va de pays en pays, les pays membres pour expliquer de quoi il s'agit et le rôle que chaque ministère a à jouer dans la mise en œuvre de la stratégie. Les gouverneurs du Nord et de l'extrême Nord, ils vont élaborer un plan d'action territoriale. C'est ce plan d'action territoriale qui va nous guider pour mettre en œuvre les 9 piliers de la stratégie. Donc le ministère de l'administration du territoire a un rôle très important à jouer à travers les gouverneurs. Les missions de cette commission parfois sont mal connues, pourtant elles contribuent énormément à l'appui et à la réinsertion sociale et économique des groupes vulnérables dans le bassin du lac Tchad. Évaluer le travail abattu en vue de la sécurisation du département d'Ndogamantoum, mais également peaufiner des stratégies en vue de stopper les incursions des mouvements séparatistes dans cette unité administrative. C'est l'objectif d'une séance d'évaluation qui a réuni autorités administratives et membres des comités de vigilance. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Christian Tamfou.
Cette réunion conduite par le prophète du Dongamantoum dans le nord-ouest du Cameroun qui intervient quelques jours après l'entrée en fonction des comités de vigilance dans cette partie du triangle national était importante à plus d'un titre. Le gouverneur était là il y a de cela 10 jours et il a distribué le matériel à nos forces de vigilance. Nous voulons évaluer leurs travaux et en même temps évaluer les difficultés qu'ils ont rencontrées sur le terrain et apporter des solutions à notre niveau et transmettre ce que nous ne pouvons pas solutionner à la hiérarchie. Mais après la réunion, nous avons constaté que les différents groupes de vigilance travaillent à maigrir sur le terrain. Leurs réalisations sont énormes. Au-delà de l'évaluation faite des actions menées sur le terrain par les différents comités de vigilance, il s'est également agi pour l'autorité administrative et ses populations ainsi mobilisées de densifier la sécurité autour des villages qui continuent d'être la proie des éléments de la rébellion sécessionniste dans le Dongamantoum. Nous avons constaté que les séparatistes ont divisé une méthode d'enlèvement les troupeaux de bœufs de paisibles citoyens en vue de les liquider au Nigeria et procurer les armes et munitions. Cela nous a coûté énormément cher. De nombreuses stratégies ont déjà été mises sur pied, question de stopper net, mieux de parer à toute éventualité, mise en place par les sécessionnistes qui continuent à mettre en mal les populations dans le Dongamantoum. Pour le moment, j'ai créé le climat convivial avec the chief of local government area of Oussa, le chief of local government area of Takoum, celui de Koumi et puis Taraba. Donc c'est aussi avec les chefs départementaux de police qu'ils ont dans leur zone. Nous avons créé un climat de collaboration, coopération très fluide et nous comptons de temps en temps même se regrouper pour étudier et mieux orienter nos efforts sur le terrain. Même si les rebelles sécessionnistes continuent de dicter leurs lois, il est à noter que les incursions, exactions et actions sont régulièrement enrayées par les éléments de comités de vigilance qui n'entendent pas baisser la garde, mais surtout porter hors du territoire de commandement du Dongamantoum ces hordes de hors-la-loi classés et qualifiés comme étant les ennemis de la paix et du Cameroun. En fait de société, un homme est décédé par électrocution ce jeudi 31 octobre 2019 dans l'arrondissement d'Édé à Premier. Pout Joseph, puisqu'il s'agit de lui, était âgé de 35 ans. Il tentait de chauffer de l'eau à l'aide d'un chauffe-eau lorsque le pire s'est produit. Jean-Jamais Yedna, Jean-Blaise Tonier. L'émotion est grande. Ce jeudi matin, au domicile du défunt, 6 au quartier Plateau-Gare, dans l'arrondissement d'Édé à Premier. Dans le quartier, on ne le voit pas comme un gars bousculant. Je parle en tant que l'adjoint au chef, le chef de bloc numéro 1 du quartier Gare, et que le chef lui-même est à ma droite au moment où je vous parle. Je suis le président de la commission de règlement de litiges et d'arbitrage du quartier. Donc, à cela, le gars, je ne le connais pas, il ne s'est jamais présenté par devant nous pour une affaire. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire qu'il était méchant ou quoi. Mais, sachant qu'il travaillait quelque part, c'est un conducteur on le reconnaît comme conducteur de justice. C'est tout ce qu'on connaît pour lui. Et quand il revient, après avoir garé, il revient trouver sa famille. Des informations glanées sur les lieux. Pour Joseph, puisqu'il s'agit de lui, c'est pourtant bien réveillé ce matin
Question de préparer le départ pour l'école de sa fillette de 5 ans. Sa compagne étant hospitalisée dans un centre de santé de la place depuis l'accouchement compliqué de son dernier né de 4 mois. Ce chef de famille tentait de chauffer de l'eau à l'aide d'un chauffe-eau lorsque ce jeune homme de 35 ans va trouver la mort sur le champ par électrocution. Ici seul, son épouse n'est pas là à côté, il a quand même un enfant. S'il y a une épouse, on n'en connaît pas. Vous savez qu'il y a des parents qui n'ont des pères sans, des hommes qui ont des enfants sans femme. Hein? Bon, on dit que sa femme est malade dans le quartier et il vivait seul. Il fallait tout faire pour que son petit aille à l'école. Nous avions constaté avec amertume qu'il a été électrocuté. Et cela est dû à la mal-utilisation et à la surtension de l'énergie. Et comment ça s'est passé? Quel a été le procédé de son électrocution? Avant, le procédé de son électrocution a été causé par la mauvaise utilisation de l'énergie électrique. Le chauffe-eau était fixé sur une fiche électrique. Au lieu de débrancher le chauffe-eau, il a plutôt touché le chauffe-eau en direct. C'est ce qui a causé sa mort. Après constat fait ce matin par les autorités administratives et judiciaires, la dépouille de ce conducteur de mototricycle employé dans une quincaillerie de la place Aédéa a été déposée à la morgue de l'hôpital de Lokbele, laissant une onde de choc au quartier Plateau-Gare dans la ville Lumière. Hors de nos frontières, à présent, des fissures découvertes sur des Boeing 737 ont entraîné l'immobilisation d'une dizaine d'aéronefs à travers le monde. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Jusqu'à 50 Boeing 737 Next Generation cloués au sol dans le monde en raison de fissures, le constructeur américain a reconnu ce défaut alors qu'il mène en ce moment une inspection mondiale de sa flotte de ce type d'appareil. La compagnie aérienne australienne Qantas a cloué au sol un avion de ce type. 32 autres sont inspectés en urgence. C'est un mot assez effrayant, fissure, mais c'est une fissure dans un composant structurel et il s'agit d'une très petite partie de ce composant. Vous savez, l'intégrité structurelle d'un avion est composée de nombreux composants et comme je l'ai déjà dit, la directive de Boeing, c'est que la flotte ne doit pas être inspectée les 1000 prochains cycles. Ils ont assuré à Qantas que même si l'un de ces composants présente des fissures, leurs avions peuvent voler en toute sécurité. Selon Boeing, environ 1 millier d'appareils ont été inspectés dans le monde et moins de 5% présentent des observations qui nécessitent leur immobilisation afin d'être réparés. Reste qu'il s'agit d'un nouveau coup dur pour Boeing. Ces derniers mois, 2 accidents de 737 MAX ont coûté la vie à 346 personnes en Indonésie et en Éthiopie. Au Royaume-Uni, John Bercow, le speaker de la Chambre des communes, quitte son poste. Pendant des années, il a arbitré des discussions parfois houleuses au Parlement britannique. Une fois de plus, nos confrères d'Euronews. Ces rappels à l'ordre l'ont fait connaître bien au-delà des murs lambrisés de la Chambre des communes. John Bercow tire ce jeudi sa révérence, conformément à ce qu'il avait annoncé il y a quelques semaines. Rien ne le prédestinait à accéder au poste honorifique de speaker. Fils d'un chauffeur de taxi, diplômé d'une modeste université loin de Cambridge et Oxford, il milite dans sa jeunesse au Parti conservateur, devient député à 34 ans. Constamment réélu, il est choisi par ses pairs en 2009 pour présider la Chambre. John Bercow, 322. Le 157e à s'asseoir sur ce large siège en cuir vert pour arbitrer les discussions parfois houleuses. Il a introduit plusieurs changements, en permettant par exemple à davantage de députés de pouvoir s'exprimer, en autorisant de plus longues questions adressées au Premier ministre, en ouvrant les débats aux questions urgentes. Davantage de députés ont pu s'exprimer. John Bercow restera dans l'histoire politique britannique, non seulement pour ses cravates bariolées, mais aussi et surtout comme étant celui qui aura eu à arbitrer les interminables débats sur le Brexit. Donner la parole ou la reprendre au Premier ministre David Cameron, Theresa May et aujourd'hui Boris Johnson. Ce dernier lui a d'ailleurs rendu hommage.
Même si nous avons été en désaccord sur certaines innovations législatives que vous avez favorisées, il ne fait aucun doute pour moi que vous avez été un grand serviteur de cette Chambre des communes. Ému, John Bercow a remercié les parlementaires ainsi que son épouse et ses enfants à qui il consacrera désormais davantage de temps. Son successeur au poste de speaker sera désigné lundi. En sport, Ibrahim Talba Mala était à Garoua. Le ministre des Marchés publics était dans la capitale régionale du Nord pour apprécier l'état d'avancement des chantiers liés à l'organisation du Championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, tout en veillant au respect du cahier de charge. Reportage. Dans la capitale régionale du Nord Cameroun, Ibrahim Talba Mala passe en revue les chantiers liés au Championnat d'Afrique des Nations 2020 et à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, tout comme les projets infrastructurels du chef-lieu de la région du Nord Cameroun. Nous avons bon espoir que nous puissions tenir les délais en ce qui concerne notre opération immédiate, à savoir le CHAN de 2020. En ce qui concerne la CAN, nous n'avons aucun doute que nous nous emploierons ensemble afin que les opérations de la CAN puissent atteindre leur niveau d'achèvement apprécié et appréciable par les autorités de la CAN. L'horloge tourne, le ministre des Marchés publics n'est pas en villégiature dans le chef-lieu de la région du Nord. À chacune des étapes de sa descente, à l'hôpital régional de Garoua ou encore au Carrefour Béac, tout comme au stade Omnisport, Rumde Adja et sur le site de construction des logements sociaux à Boclé, tout comme les stades d'entraînement de Popomré, le ministre observe, prend des notes et apprécie le cahier de charge des entreprises adjudicataires. Nous avons aussi vu et nous allons continuer également à passer quelques messages au niveau du débriefing que nous allons faire avec l'ensemble des entreprises prestataires, mais aussi les chefs de mission présents sur le terrain. Et nous allons passer des messages afin que, ensemble, nous puissions atteindre les objectifs. Une descente qui a pour objectif de constater l'évolution des différents chantiers, de recueillir les difficultés rencontrées sur le terrain, mais davantage de s'assurer que les termes du cahier de charge sont respectés par les différentes parties. Notre but en tant que ministre chargé des marchés, c'est de venir constater sans état d'âme, sans non plus frioriture, mais il y a des choses qu'on ne peut dire que lorsqu'on est face à face et en face des chiffres. Et nous allons, parce que ces entreprises ont certes des difficultés, mais toutes n'ont pas que des difficultés. Celles qui ont pu surmonter leurs difficultés, on les connaît et on a suivi. Et puis nous adresserons à chacun quelques interpellations le moment venu, puisque nous sommes en charge aussi du suivi des différents contrats qu'ils ont signés avec l'État. Cette descente d'évaluation des différents chantiers liés à l'organisation du Championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 s'est achevée par une séance de travail dans la salle des actes de la communauté urbaine de Garoua. Ceci en présence des chefs d'entreprise en charge des différents chantiers et les autorités administratives de la région. Coupe du monde des moins de 17 ans, le Cameroun redescend dans l'arène ce jeudi à minuit. Les Poulains de Libi Thomas affrontent l'Argentine. La rencontre compte pour le deuxième match des Lions dans cette compétition. Zobel Apollinaire Bon plante le décor dans cet élément. Les plus belles nanas sont en Afrique. Nous on fait le malin, tu veux, tu ne veux pas. Gagner et se mettre à l'abri d'une élimination précoce au premier tour, tel doit être le mot d'ordre du coach Libi Thomas et ses poulains qui affrontent ce jeudi l'une des meilleures formations du groupe E. Un pays qui jouit d'une véritable expérience de cette compétition pour y avoir participé à 12 reprises, soit 10 fois de plus que le Cameroun qui n'est qu'à sa deuxième participation. Sur le plan du jeu, l'Argentine dispose d'un atout offensif susceptible de créer la surprise à tout moment, même si celui-ci n'a pas été mis en exergue devant une équipe d'Espagne gonflée à bloc. En face, c'est une attaque inexpérimentée dont les tares ont été mises en lumière
lors de la première rencontre contre le Tadjikistan. Le Cameroun a vendangé les meilleures occasions de but qui lui auraient permis de s'imposer devant cette modeste formation. Le Cameroun devra également apporter des correctifs sur sa ligne défensive, dont la fébrilité a été constatée lors de la rencontre contre le Tadjikistan avec ce pénalty qui a changé le cours du match. L'enjeu de cette rencontre est donc grand pour les deux formations. D'une part, le Cameroun qui doit tout faire pour se maintenir dans la compétition après son échec lors de sa première sortie, et d'autre part, l'Argentine qui doit se relever de son faux pas face à l'Espagne et confirmer son statut de favori dans ce groupe E. Coup d'envoi de la rencontre Argentine-Cameroun ce jeudi à minuit. Merci Isabelle Apolline. Bon, et c'est avec cet élément en sport que nous mettons un terme à cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis ce jeudi. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Dès 21h, Sandra Penel vous donne rendez-vous dans le cadre d'On en parle avec ses invités. Au revoir.